Tu dois faire d'ailleurs 2 intros aujourd'hui. Parce que je ne veux pas t'exclure de ton propre podcast. Tu veux dans la version allemande. Tu veux une intro en allemand? Oui. je t'aide exactement. Die 5 Lieder. 5. Die 5 Lieder von. Die 5 Lieder von in der heutigen Folge Tokotronic. Les 5 chansons de dans l'épisode d'aujourd'hui, Tokotronic. Bonjour Maxime. Bonjour Daniel. Comment vas-tu? Bien. Comme d'habitude, on est dans le rouge quand on se dit bonjour. Attends. Comment vas-tu? Gut. Fantastisch. Bienvenue au podcast Les 5 chansons de. Nous sommes les 5 chansons de, n'est-ce pas Maxime? Ça fait un moment Oui. qu'on ne s'est pas vu depuis l'épisode Tarantino. 2 mois. Tarantino. Ouais. Et néanmoins, on est de retour, comme il faut. Exact. Et on est content d'être de retour. Mm. Donc, nous sommes les 5 chansons de, un podcast easy listening sur la musique, sur 5 chansons, justement, comme le dit le titre. On nous trouve sur Instagram, les 5 chansons 5 En chiffres. et chansons. Au pluriel. Si on tape dans la barre de recherche de YouTube, les 5 chansons 5 En chiffres. et chansons, Au pluriel. et le mot podcast, très important, le mot podcast avec, Oui. on nous trouvera également. Et nous avons sur YouTube, sur Spotify des playlists, des chansons dont on parle dans nos émissions. Et on vous conseille de nous suivre sur Instagram, justement. À la une, on a accès aux playlists Spotify et on poste régulièrement le contenu sur YouTube, etc. Donc, Maxime, est-ce que tu veux que, en passant par le dernier épisode, j'arrive à te faire une liaison avec... Donc, un petit travail mental pour arriver de l'épisode Tarantino à l'épisode d'aujourd'hui, en évitant des indices sur un groupe qu'en France n'est pas très connu. Dis oui. Ah ouais. Dis oui. Oui. D'accord. Oui, oui. Donc, dans le dernier épisode, nous avons vu Tarantino et on a parlé du film Inglourious Basterds. Dans cet épisode-là, joue un certain Christoph Waltz, qu'on trouve aussi dans un film très connu en Allemagne, mais qu'en Allemagne, qui s'appelle Herr Lehmann, dans lequel il joue un docteur, un docteur dans une clinique qui reçoit un jeune artiste en train d'avoir une crise de nerfs et qui va donc à l'hôpital psychiatrique la nuit et est accueilli par Christoph Waltz. Et dans ce film Herr Lehmann, la musique est de différentes couleurs, mais entre autres, le chanteur du groupe dont on parle aujourd'hui a contribué une chanson pour ce film-là, Herr Lehmann, qui s'appelle Phantoms and Ghosts, qui est à la fois le nom de son projet musical, mais aussi de la chanson contribuée à cette bande originale du film. Ok. Donc, est-ce que tu as préparé un indice pour cet épisode-là? J'aurais pu préparer un indice avec un harmonica, mais non. Non, Tokotronic. On parle de Tokotronic. Donc, on prend un premier groupe allemand. Ouais. Et on prend pas Rammstein, on prend pas Kraftwerk, on prend pas Cannes. On prend pas Scorpion. Non plus. Rien n'est exclu pour l'avenir, mais voilà. On commence avec un groupe qui n'est pas non plus un groupe qui remplit des stades en Allemagne. C'est un groupe bien connu.
Mais un groupe voilà, qui ne remplit pas un stade autant que Rammstein ou d'autres groupes allemands plus connus. On parle d'un groupe qui a plus de 30 ans de carrière, formé originaire de Hambourg, assez connu, mais pas au niveau superstar non plus, Tokotronic. Les prononciations sont différentes. Le bassiste dit Tokotronic. Beaucoup de gens disent Tokotronic. Et le chanteur, je l'entends parfois aussi dire Tokotronic à l'anglais, avec un petit R à l'anglaise. Hein. Donc, peu importe. Je te raconte peut-être d'abord une toute petite anecdote d'il y a presque 2 étés pour voir un peu l'échelle de ce groupe. J'étais en été 2022 à Berlin. Et il y avait un concert de Tokotronic et avec plaisir, je suis allé à mon premier concert de ce groupe-là. Et dans le métro, je dis, il y a plein de gens qui ont vraiment l'air d'aller à un concert. Et je dis, mais c'est vachement trop pour aller à un concert de Tokotronic. Et du coup, je remarquais que le concert de Tokotronic était dans un ancien gymnase, aujourd'hui salle de concert, ancien gymnase des GI américains de l'époque des Alliés. Et donc, l'endroit où ils jouaient, ça remplit à peu près, ça fait 2500 places à peu près. Mais juste en face, il y a le célèbre aéroport de Tempelhof à Berlin, qui aujourd'hui n'est plus en fonction d'aéroport, et qui était utilisé par un autre groupe allemand pour un concert qui s'appelle Die Toten Hosen, qui font un peu de fun punk, et qui a accueilli bien 70 à 80 000 personnes sur cet ancien terrain de l'aéroport. Donc, c'est juste pour montrer l'échelle. Donc, à la même soirée, il y avait à Berlin un concert de 70 000 plus personnes et le concert de Tokotronic avec 2500 personnes. Ça montre un peu où on est pour comprendre l'importance de ce groupe sur un plan allemand. Donc, je les pensais plus installés, plus célèbres. En fait, le chanteur avait l'air de dire que dès leur premier album, en 93, ils ont eu leur public de base et qu'ils n'en ont pas changé depuis. Ils n'ont pas gagné beaucoup plus de public. Je pense quand même que si. Et... Toi, par exemple. Oui, un de plus. Oui. Non, et puis je pense qu'aux États-Unis et en Angleterre, il y a un petit peu peut-être de minime. Maxime m'a donné carte blanche pour cet épisode, et donc il m'a permis de faire un tout petit, même si ça veut dire que je parle encore plus que d'habitude. La fameuse weiße Karte. Les weiße Karte, mais en allemand on peut dire carte blanche, ça se comprend par des gens un peu sophistiqués au moins. Après, on dirait en Allemagne, je te donne un blanco-chèque, chèque blanc plutôt qu'une carte blanche. Donc, il me donne un blanco-chèque pour faire juste un petit tour de 2 minutes à peu près. T'es mieux placé que moi, en fait. Oui. Du coup, de faire un petit tour historique sur ce groupe Tokotronic, dont Wikipédia dit que le nom déjà est basé sur un antécédent du Game Boy Tricotronic, apparemment. Moi, ça m'évoque plutôt Technotronic, mais comme référence. Mais bon, peu importe, le nom n'est pas le plus important. Donc, je propose de dire rapidement 2-3 mots par rapport à ce groupe. Je me suis pris quelques notes. Donc, l'histoire de Tokotronic est l'histoire d'une évolution. C'est un groupe qui existe donc depuis plus que 30 ans, mais dont le son d'aujourd'hui n'a plus grand-chose forcément à voir avec le son de début, c'est souvent ça. C'est donc, ça partait d'un rock punk pétaradon, déjà avec des textes parfois assez intéressants. Un trio au début qui passait en quatuor, qui fait maintenant beaucoup plus des collages de sons aussi, un son beaucoup plus intéressant. Et une poésie d'excellence, si je peux me permettre, qui parfois peut être très cryptique, mais qui est aussi donc intéressant à écouter. Et c'est un groupe qui a toujours fait ce qu'il voulait faire et a proposé ça aux fans, et ils ont suivi au pas. Et jusque-là, ils ont plutôt bien suivi, même si c'est plus du tout le même groupe. Donc c'est vraiment l'histoire d'une évolution de groupe de 30 ans. 1993, le futur chanteur, guitariste et compositeur
du groupe Dirk von Lotzo quitte Fribourg, où il a fait ses études de sciences humaines. Il est d'Offenbourg à la base, pas loin de la frontière française. Il quitte donc 1993 ce qu'il appelle la Schwarzwaldhölle. Dans la chanson 1993, il dit ça. La Schwarzwaldhölle, c'est l'enfer de la forêt noire, qui quitte enfin pour arriver à Hambourg. Et il tombe rapidement pour les études sur un certain Jan Müller, qui est bassiste d'un groupe punk avec un certain Arne Zank dans un groupe punk allemand qui s'appelle Punk Arsch, qu'on peut traduire... Arsch, c'est à la fois cul, mais aussi connard. Ouais. Donc, c'est connard de punk ou cul de punk. Donc, Punk Arsch, c'est le groupe de ce groupe où il y a déjà le bassiste et le batteur Arne Zank se sont retrouvés. Et ils forment rapidement le groupe Tokotronic avec une musique qui a beaucoup de force, aussi liée à la batterie, justement, de Arne Zank, qui est très inhabituelle, qui est très bougeante. Un contretemps, ouais. Ouais, voilà. Avec des ruptures. Oui, ça fait un peu du shuffle dès le début, parfois involontairement aussi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas formé à la batterie. Ouais. Dans un podcast, je l'ai entendu dire que il est devenu batteur parce que le batteur du groupe n'est pas venu. Et du coup, c'était lui. Donc, c'est déjà des textes qui ont une certaine poésie, avec un thème principal qui est nous et les autres. Le thème de l'exclu, du marginal, on dit peut-être parfois, du nerd, du outsider. Oui. Donc, quelqu'un qui ne fait pas toujours du groupe. Donc, ça, c'est un thème qu'on retrouve régulièrement depuis le début, avec une certaine agressivité parfois dans les mots. Donc, il y a la haine pour... je donne trois exemples dans les premières chansons. Une haine pour les vendeurs de guitares, une haine pour les joueurs de backgammon dans les rues de Freiburg, un quartier un peu alternatif, et aussi les parents, très souvent, qu'on retrouvera. On en parle certainement dans des chansons. Oui. Une certaine agressivité, mais néanmoins aussi un certain humour qu'on y retrouve. La catégorie dans laquelle, j'espère que je ne suis pas trop long, mais je vais bientôt finir. La catégorie, c'est independent, donc indépendant, mais on trouve aussi les mots discours, rock, Hamburger Schule, l'école de Hambourg. Dirk von Lotzo, le chanteur, l'appelle plutôt pop-musique. Jan Müller, le bassiste, a fait sur le deuxième ou troisième album une chanson qui s'appelle Es ist einfach Rockmusik, c'est simplement de la musique rock. Et donc, c'est pas formaté, ils sont parfois longs, parfois courts, parfois instrumentales, parfois non. Ils font en gros ce qu'ils veulent, pas encore la finesse, mais avec de la force. J'ai créé le mot Toko Pausenrumpel, l'accord pétaradant de pause à la Tokotronic, parfois en intro, donc je le redis, mot non composé allemand, Toko Pausenrumpel accord, c'est le début de Let There Be Rock, mais on le trouve partout et à un certain moment, ils font ram, pam, 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 pam. Et j'ai parfois l'impression que c'est pour se retrouver aussi dans la chanson. Donc tout cela est dans le trio et après, à partir de l'album Pure Vernunft darf niemals siegen, la raison pure ne devrait jamais vaincre, ils ont un quatrième membre, un certain monsieur Rick McPhail à la guitare, d'abord au keyboard, après à la guitare, et qui ajoute une certaine qualité musicale. À partir de là, on a beaucoup de, tapis sonores, si tu veux, murs de son, des effets de toutes sortes. Ouais, tu parlais de collage. On peut parler de strat, de couches comme ça, de superposition de sons. Oui. Et en plus, en fait, c'est un groupe où tu parlais d'évolution. Oui. Je pense qu'il y a à la fois une évolution naturelle du groupe qui va vers des sons déjà de plus en plus produits et puis beaucoup plus, en termes de production, beaucoup plus étoffés. Et je pense quand même qu'il y a une sorte de basculement qui se fait avec, peut-être certainement avec ce quatrième membre, mais aussi avec ces trois albums enregistrés à Berlin. Donc, j'ai des infos à te donner un peu tout à l'heure, parce qu'on va parler d'un album qui fait partie de la Berlin Trilogie, ou d'un morceau. Donc, il faut dire que Tokotronic, pour un Allemand, en tout cas, après, il m'intéresse bien sûr ton avis en tant que francophone, pour un Allemand, on ne s'écoute pas forcément aussi à côté.
parce que c'est à la fois maintenant avec la qualité sonore et la production, mais aussi lié à la poésie, parce que c'est vraiment de la poésie, ce que fait Dirk von Lotzo, le chanteur, qui écrit principalement depuis toujours les paroles, avec quelques petites exceptions. C'est pas... Comment le dire? C'est très varié. C'est très varié, mais la poésie, elle est toujours très intéressante. Quelque chose aussi, même si c'est du rock, c'est pas un macho rock, c'est depuis le début un groupe qui n'a, comment le dire, n'a pas de toxicité masculine ou masculinité toxique, si tu veux, qui est assez posé là-dessus. D'ailleurs, il évite carrément depuis le début, consciemment, de parler dans les chansons d'amour, si c'est homme ou femme, c'est quelque chose qui exclut déjà dès le début, assez exprès. Pour se concentrer juste sur la poésie de base. Ils ont aussi toujours des peluches sur scène quand ils jouent. Ah oui? Oui, toujours décorés de peluches. Donc, depuis le début, même si c'est du punk et du rock, au début, ils ont toujours une certaine douceur, malgré un son agressif. Hein. Moi, en fait, tu parlais de cette volonté consciente de pas être du macho rock, en fait, et je pensais vraiment que au départ, c'est un groupe étudiant, et comme a pu être REM au tout début, et il y a ce côté-là qui peuvent partager en commun, en fait, de faire de la... presque ce qu'on appelle aux États-Unis college rock. Oui, je pense. Et puis, mais avec cette volonté déjà d'être dans l'après-punk, ou dans l'héritage du punk, déjà après, et en ayant intégré toutes ces notions de féminisme et de dégager en fait les espèces de vieilles poses virilistes des chanteurs de rock des années 70, de hard rock en particulier. Et ceux ils sont quand même, comme je dis, 1993, on est à peu près dans le même temps que le Nirvana, par exemple, le grunge. Et le grunge. Mais aussi R.E.M. est déjà là, depuis un tout petit moment dans la conscience des masses, si tu veux, avec Losing My Religion. Et tu as un peu ce contexte-là. Mais eux, ils ont en plus eu un clin d'œil là-dessus, parce qu'une des premières chansons, c'était « Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk ». Dirk, c'est le chanteur. Nous ne sommes pas à Seattle, Dirk, et nous le serons jamais. Ouais. Donc, c'est comme si quelqu'un lui a dit ça à un moment. Nous ne sommes pas Dirk, quand même, on n'est pas à Seattle. Et c'est donc le titre d'une chanson de lui. Nous ne sommes pas à Seattle, Dirk, et nous le serons jamais. Ouais. Ce qui est absolument vrai. Donc, c'est quoi ton premier contact avec Tokotronic, du coup? Mon premier contact, en fait, moi, je présume. Oui, c'est toi qui m'en a parlé. J'essayais de voir. Il me semble que ça remonte à leur dernier album. Oui, l'avant-dernier peut-être, Electric Guitar. Ah oui. Je pense qu'il y avait ce morceau que tu m'avais partagé. Et puis, oui, effectivement, quand en 2022 est sorti Nie Wieder Krieg, j'ai pu l'écouter en fait dès qu'il est sorti en fait. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à apprécier cet album-là vraiment en particulier, parce qu'il y a quasiment aucune chanson que je pourrais délaisser sur cet album. Et voilà, c'est un groupe dont j'ai apprécié en fait le son original en fait, et dégagé quand même de toute influence. On peut pas se dire que parce que ça serait un groupe allemand qui serait vraiment très très référencé par rapport soit à un style, soit à d'autres groupes. Après, voilà comment ça marche pour toi en tant que francophone. Ça ne peut que marcher sur un plan musical, en fait. Oui. Ça me fait... Oui, c'est l'accroche, elle serait musicale. Et en même temps, en ayant vraiment écouté beaucoup de leurs chansons là, pour l'occasion, je me suis dit que c'était quand même un des rares groupes qui avait réussi à sonner aussi bien au niveau rock, à faire passer la langue allemande aussi facilement, de façon aussi fluide. Alors, ouais, c'est ce côté peut-être intime de la voix du chanteur,
Oui, que c'est un atout quand même à ne pas négliger. À la fois intime dans la façon de chanter, hein, dans son chant, et puis dans ce qu'il chante, dans les paroles. Oui. Parce qu'en fait, même sans comprendre les paroles, je pense qu'on y perçoit tout de suite un côté poétique et comment dire, et personnel. Oui, émotionnel peut-être. Oui. Ouais. Ben, moi, logiquement, je me suis posé ça parce qu'il y a quand même quelque chose qui, moi, en tant que germanophone d'origine, m'arrive toujours en France, que, comme disent les jeunes, j'ai pas la ref. Tu vois, c'est que j'ai déjà là, si tu comprends pas, mais en plus, il y a des chansons, ils sont peut-être pas, ils ont peut-être 3-4 ans de plus de moi à peu près, donc on est à peu près de la même génération, c'est-à-dire les références aussi qu'ils font dans leurs textes. Si ils chantent dans la chanson Aber hier leben, nein danke, mais vivre ici, non merci, ils chantent toujours all das mag ich, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Il fait référence à une chanson kitsch que j'ai écoutée à la radio dans les années 80, qui était une chanson qui était après aussi utilisée pour la pub du café, où quelqu'un chante tout ce qu'il aime. J'aime cola et pommes frites, j'aime tout ce qu'il adore. Et quand il dit all das mag ich, il fait une référence à cette chanson. Conscient ou sous-conscient, mais bien sûr, les gaspiller sur toi, logiquement. Hein. Donc, je veux dire, mais tu trouves ton bonheur sans comprendre la langue, sans avoir des références aussi. Oui, parce que j'ai pas fait le travail de me demander quel groupe allemand en fait on pouvait apprécier ou auquel on avait eu accès en France. C'est quelques morceaux en fait. Tu vois, bon, je te parlais de Scorpion. Scorpion, on fait le choix de chanter en anglais. Ouais. Au bout d'un moment, peut-être pas au départ. Si, je crois. Moi, après, ils existent depuis très très longtemps avec beaucoup de changements. Mais même à la première période avec Uli John Ross, à mon avis, ils ont déjà fait anglais. Oui. Non, mais je pense qu'on a eu ces espèces de morceaux des années 80 qui étaient vaguement disco rock. Oui. Tu sais. Nena, par exemple. Oui, bon, Nena encore, c'est le top, quoi. Oui, mais après Nena aussi, c'est musicalement, seulement musical, hein, que cette chanson a pu avoir du succès. Et Rammstein, c'est presque un Allemand un peu caricatural qui, justement, a fait les faits parce qu'ils ont fait cet Allemand exagéré, très basé sur un mot-clé. Ça n'a rien à voir aussi. Hein. Donc, c'est vraiment une poésie appliquée qui marche peut-être que pour un non-allemand, sur un plan, comme tu dis, de réception émotionnelle ou de ressenti. Mais bon, ouais, c'est vrai on n'aura pas été très sensible à des chanteurs à texte ou ce genre de choses. Oui, logiquement. On n'aura pas passé la barrière de la langue mais on est encore beaucoup dans les clichés que l'allemand c'est une langue qui sonne dure et pas mélodique. C'est quand même une des premières chansons qui en fait je n'étais pas un fan de la première, je les ai toujours aimées. Mais voilà, à cette époque-là, j'étais plutôt dans le macho rock d'Oasis plutôt que ce genre de musique. Mais je les ai toujours aperçus et toujours de façon, positive. Hein. Une des premières chansons c'est déjà le 5e album où je suis vraiment devenu un petit fan, c'était Let There Be Rock, qui est un peu une caricature parce qu'ils ont le titre de AC/DC. Ils ont la fanfare keyboard de Final Countdown de Europe. Ouais. Donc, Let There Be Rock. Et donc, si tu regardes la vidéo de ça, et ça a déjà tous les... J'ai re-regardé la vidéo récemment, ça a déjà tous les bizarreries de Tokotronic aussi. Hein. Donc, il y a un titre humoristique, clairement la parodie de prendre AC/DC et le keyboard, le synthétiseur de Europe, Final Countdown. Ils jouent à la plage avec des instruments roses et une plateforme pétrolière en arrière-fond, et deux garçons qui roulent en vélo, qui jouent, et après, pour le refrain, ils ont tous devant une grosse image d'une grande explosion de feu quand ils chantent Let There Be Rock. Mais c'est rigolo, touchant plus que d'autres choses. Et quand même,
pour le jeu avec la langue, c'est quand même aussi rigolo parce qu'il chante en allemand, je le traduis, « Nous nous sommes arrêtés dans les paysages les plus ennuyeux du monde. Et comme on peut l'entendre partout, ici, l'horticulture est toujours pratiquée. » Gartenbaukunst, l'art de l'horticulture, est toujours pratiqué ici. Donc, il prend un mot comme Gartenbaukunst, qui est un nom composé de plein de syllabes, et il l'intègre dans une chanson qui s'appelle Let There Be Rock, où elle parle de l'horticulture. Je veux dire, ils ont un côté un peu rigolo sous le fond de rock et... Mais en fait, tu sais, en France, on est pareil au niveau du rock où il y a peu de groupes en fait qui réussissent à faire sonner ou s'approprier le rock avec des paroles en français. Oui. Et par rapport à ce que tu disais, d'arriver à placer des mots improbables dans une chanson, je pense que Bashung en fait était à peu près un des seuls qui arrivait à malaxer la langue et puis à faire de ne pas faire un copier, rock, en fait. oui, sans être copié quoi. Et après c'est pareil, oui. Enfin, Bashung est un mec particulier parce qu'il avait été il a vécu en Alsace en fait. Il est né en Alsace et donc il avait découvert le rock avec les bases américaines des GI. Et mais néanmoins, ouais, c'est vrai que cette capacité à se dégager des clichés par des mots comme ça, c'était un peu une de ses spécialités, quoi, dès le début. Comment tu as attaqué donc cet épisode de Tokotronic? Parce que tu sais, je le dis rapidement, je me suis mis une tâche. Je suis parfois con, je me donne des tâches qui sont absolument pas nécessaires et quand je les commence, je peux pas arrêter. Je l'ai dit ici, j'ai écouté les 13 albums de Tokotronic, ce qui m'a pris un temps fou. Ouais. Et j'ai pris, comme devant moi, une carte mentale qui est presque pas une carte mentale, parce qu'on dirait c'est le mental d'un fou. Mais donc j'ai pris des notes sur chaque album sans vraiment me souvenir déjà plusieurs semaines après. On dirait un énorme set de table sur lequel t'aurais pris des notes. J'ai quand même, j'ai mis au milieu, je dessinais une foule qui a des slogans. Des slogans, des parce pancartes. qu'ils sont des pancartes avec des slogans, parce que Tokotronic, c'est connu pour les titres slogans, donc comme Capitulation ou Wir wollen Teil einer Jugendbewegung sein, nous voulons faire partie d'un mouvement de jeunesse. Et, Solidarität, absolut. et tout ce genre de choses. Chaos. J'ai pris des notes, donc j'ai écouté tous les albums. J'ai mis toujours des chansons de côté sur une playlist que j'appelle Tok Tok Toko. Et du coup, depuis, je suis encore un plus grand fan. Heureusement, je m'en lasse pas. Au contraire, il y a plein de morceaux qui ont trouvé le chemin dans ma tête depuis. Hein. Ouais, moi j'aurais pu faire de façon chronologique aussi comme toi, mais j'ai été un peu picoré vers les albums peut-être dont la pochette m'attirait le plus. Ou alors... Donc le bouquet de fleurs de Shalom Van. Exactement. Et je pense que c'est un de mes albums préférés. Mais bon... Faut quand même dire que l'iconographie des albums est très intéressante aussi parfois. Ouais, donc... ça, il y a à dire, ouais. Mais donc, oui, c'est vrai que le son... En fait, quand j'ai commencé à écouter le son des premiers albums, très, très punk rock, en fait, très, très sourd, j'étais un peu refroidi. Et donc, je suis allé plus vers des albums récents et je suis allé après, en amont quand même. C'est intéressant que tu dis ça, c'est parce que justement, ce côté cru, si tu comprends pas les paroles, tu peux pas le maintenir, ça peut pas te nourrir autant, parce que les premières chansons sont justement aussi intéressantes à cause de leurs paroles, mais pour toi, justement, là, ça tire avec des blancs, donc du coup, c'est que le côté musical, effectivement, ils sont plus intéressants depuis peut-être déjà le 5-6e album, où ils deviennent un peu plus sophistiqués, hein. De toute façon, l'embauche de Rick McPhail était une nécessité parce qu'il y avait, en commençant avec K.O.O.K., leur 5e album,
ils ont justement intégré un peu plus de synthétiseurs et des choses de plus. D'un coup, ils n'arrivaient plus à les reproduire sur scène. Et Rick McPhail, au début, les a que accompagnés en live pour pouvoir reproduire le son des albums. Et à un certain moment, ils ont dit, allez, tu fais maintenant partie du groupe depuis... Parce que c'était leur manager? Non, il a vendu du merchandise, des trucs comme ça au concert. Ouais. Et après, il a essayé de les convaincre de ses capacités sur le keyboard. Et d'abord, c'était plutôt keyboard pour refaire des sons. Et après, il a proposé sa guitare aussi. Même si c'est un guitariste assez particulier, parce qu'il reste souvent sur une ou deux cordes pour faire des sons. C'est un guitariste de texture? Oui. De matière, ouais. Qui dit d'ailleurs de lui de ne pas savoir jouer les accords. Donc j'ai écouté un très bon podcast allemand qui s'appelle This Band is Tokotronic. Et il dit, je ne sais pas jouer les accords. Et je regardais un peu, il y a un très beau concert sur YouTube à Vienne de 2019, je crois, où tu vois, soit il est sur une ou deux cordes, soit il fait tout le doigt. Donc à mon avis, il a un système de open chord, peut-être. Et c'est vraiment, il fait plutôt des textures, des strates, comme tu dis, mais pas avec une Stratocaster. Oui. Non, parce qu'il... Alors, quand tu m'as fait découvrir ce groupe, ça a été aussi quelque chose qui m'a bien intéressé chez eux. C'était de regarder les guitares sur lesquelles ils jouaient. Et je voyais qu'ils avaient un vrai goût pour les guitares allemandes des années 70. Ah bon? Ouais, c'est vrai. Ouais. Et ils jouaient sur des Musima. En fait, c'était des genres de guitares qui copiaient les guitares électriques américaines, en fait, des années 60. Et je pense que... Après, il y a eu une vraie industrie de la guitare en Allemagne avec la marque Framus. En fait, ils étaient capables de produire des vrais instruments qui... Et Framus et Hofner aussi, en fait. La marque Hofner, c'était la marque des Beatles. Oui, c'était ça. Et donc, c'était des instruments bon marché, abordables. Donc, il apporte quelque chose, vraiment. Et donc, par rapport à cette découverte, oui, je suis allé comme ça, en fait, par les pochettes. Et puis aussi par les titres, en fait. Ouais. Et donc, peut-être Schalunval. Schalunvan. Ouais. Oui, moi, je pourrais pas te donner et puis, un album particulier. Et puis l'avant-dernier album aussi. Die Unendlichkeit. Die Unendlichkeit, l'infini, dont on va de toute façon parler pas dans un temps infini. Dans quelques secondes. Dans pas secondes peut-être. Non, parce que on va... Qu'est-ce que tu penses alors de passer aux 5 chansons? Oui. Okay. Alors on se les liste? On se les liste, donc on a... Donc je redis rapidement pour nos milliers d'auditeurs le principe que nous appelons les 5 chansons 5 au pluriel parce que du coup on prend la numéro 1 de Spotify, la numéro 1 de Spotify qui est donc le titre du dernier album Ich tauche auf, je remonte à la surface. Et après, c'est moi qui soumis deux chansons à Maxime et Maxime a soumis 2 chansons à moi, ce qui fait, pour ceux qui sont bien en maths, 5. Et donc, les 2 chansons que moi j'ai soumis, c'est de l'album Capitulation, Ma Ruine, et aussi de l'album, attention, Es ist egal, aber. C'est égal, mais la chanson Sie wollen uns erzählen, ils veulent nous dire, ils veulent nous raconter des choses. Oui. Et Maxime m'a soumis The idea is good. But the world isn't ready yet. Yes. Une chanson en anglais. Qui donne en allemand
On verra. Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit. Et la deuxième chanson que je t'ai soumise, c'est donc la chanson qui donne son titre aussi à l'album, Die Unendlichkeit. Die Unendlichkeit, l'infini. Donc, on va commencer avec Ich tauche auf. Oui. Dans Spotify. Oui. Allez, Ich tauche auf. Je remonte à la surface, une chanson qui est une collaboration. Exactement, ouais, un duo. Un duo entre Tokotronic, le chanteur Dirk von Lotso, et la chanteuse qui a le nom de scène Soap and Skin, ouais. Savon et peau, oui. Qui s'appelle en réalité Anja Plaschk, ouais. Et autrichienne. Et ça vient de l'album Nie wieder Krieg, donc le dernier album. Donc c'est un titre assez récent, Plus jamais la guerre, basé sur un mouvement pacifiste de la République de Weimar, une célèbre affiche de la célèbre artiste allemande Käthe Kollwitz. Voilà. Et du coup, vérifiez ça sur Google. L'affiche Nie wieder Krieg, une femme effrayée qui bande la main dans l'air en disant Nie wieder Krieg, plus jamais, jamais plus la guerre. Je sais jamais s'il faut dire plus jamais ou jamais plus. C'est quoi qui est mieux? Ouais, plus jamais. Plus jamais, c'est plus fort. Plus jamais la guerre. Puisque nous, en France, on dirait plus jamais ça. Plus jamais ça. Ouais. Jamais plus ça. Ouais. Ni vida. Ben, nous, on dit jamais plus, ni vida. Ouais. Bon, ben, on n'est pas tous pareils. Hein. Donc, l'album est marqué par des chansons particulièrement abordant parfois le sujet de l'isolement. Ce qui n'est pas un hasard, car les chansons étaient écrites pendant la pandémie, donc pendant les confinements. Oui. Donc le titre « Je remonte à la surface »,« Ich tauche auf » peut déjà être interprété dans ce contexte-là. Parce qu'il faut dire une chose quand même, avec les paroles de Tokotronic, tu es certainement d'accord, il faut un certain talent d'interprétation ou envie d'interpréter aussi, parce que ce n'est pas toujours 100% clair de quoi ça parle. Comme dit Marcel Duchamp, c'est le regardeur qui fait le tableau. Voilà. C'est exactement... on est en fait... Non, mais oui, c'est vrai que tu vas t'approprier la chanson au fur et à mesure des écoutes et puis peut-être découvrir d'autres sens cachés et puis pas forcément... tout ça n'est pas forcément contradictoire, quoi. Tu connaissais Soap and Skin? Non, enfin, je la connaissais sans la connaître, puisque tu m'as mis des petites notes à la fin. Oui, parce que, voilà, Anja Plaschk, donc elle est non seulement chanteuse, elle est aussi actrice et artiste dans plusieurs sens de l'Autriche, qui se retrouve dans un générique d'une série que moi j'ai jamais vue, mais je sais toi tu l'as vue. Ouais, que j'ai vu 3 fois. Oui. Dark. Ça c'est Apparat et Soap and Skin qui ont fait la chanson Goodbye. Ouais. Il y avait même je sais pas si c'est celle-là ou un autre de cette collaboration qui était dans Breaking Bad aussi déjà. Peut-être dans un épisode de Breaking Bad, je l'ai vu quelque part. Et je me souviens effectivement que cette reprise de Me and the Devil, c'est une reprise de Robert Johnson. Je me souviens l'avoir entendue dans la série. Et donc je ne savais pas que c'était elle qui l'interprétait. Du coup, ça veut dire que tu connaissais Soap and Skin mieux que moi en ayant regardé cet épisode parce que je ne la connaissais absolument pas avant cette chanson. Hein. Et oui. Et je vois aussi qu'elle a participé avec la guitariste Anna Calvi à une série de concerts en hommage à David Bowie. Et donc, je l'ai probablement vu aussi lors de concerts qui ont été filmés et diffusés, je pense, sur Arte. D'accord. Mais donc, il faudrait revoir ces concerts. Une magnifique voix, d'ailleurs. Oui. Hein, quand même. Une certaine... C'est fort et fragile en même temps, je trouve. C'est vraiment particulier comme voix, mais... C'est ce que tu disais, en fait. C'est un duo masculin-féminin qui permet de voir, en fait, où l'alternance de genre, en fait, de l'homme et de la femme, en fait, fonctionne très bien, puisqu'elle reprend quasiment des fois mot pour mot les paroles. Et que c'est pas tellement... Je sais pas si c'est un dialogue ou... Ouais, c'est compliqué. En tout cas, oui, ça a la forme d'un dialogue. Qu'est-ce qui a été fait, cette chanson, du coup?
Ich tauche auf. D'ailleurs, je vous invite bien sûr toujours d'arrêter ce podcast, faire une pause et l'écouter la chanson sur les playlists sur YouTube ou sur Spotify pour l'écouter et après revenir nous écouter. Hein. Donc, on se retrouve tout de suite après ça. Tout de suite après. Maintenant, partez et à tout de suite. Voilà. Merci. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Vous avez écouté la chanson. J'étais étonné en fait que ça soit la chanson la plus populaire, la plus écoutée, peut-être à cause de la collabo. Duo, voilà. Ouais. Mais c'était pas la chanson que j'aurais fait ressortir de l'album avant ça en fait. Et cette chanson, je la trouve, elle a beaucoup d'émotions. Hein, c'est d'ailleurs aussi je ne sais pas si tu as vu la vidéo, aussi il est dans une espèce de pièce noire avec de l'eau par terre. Ça fait un peu les rêves de Stranger Things. Oui. Tu sais, les rencontres dans le sous-conscient de comment ça s'appelle, Eleven. Oui, c'est ça. Un peu ça. Ouais. Elle est toujours avec les pieds dans l'eau, dans les noirs. Ça fait un peu ça, cette vidéo. Et les deux sont très proches, mais après ils se dissouent et tout ça. Mais c'est une chanson qui a beaucoup d'émotionnalité, je trouve. Et, qui est beaucoup dans la retenue mélodique et puis même vocalement. À part après qu'il y a la guitare de Rick McFay justement qui commence à faire des sons un peu en temps, on peut dire ça. En temps avec un H, je le prononce peut-être mal. Hein, mais comme moi, cette chanson me touche, mais on peut pas forcément. Elle me touche toujours d'ailleurs, parce que c'était pas une découverte vraiment là, pour l'écoute. Celle-là, je l'ai quand même écoutée dans le cadre du dernier album. Et ma première interprétation de cette chanson sur le thème était la dépression. Moi, j'ai voyé une interprétation de la dépression. Il y a une sorte de dialogue, et pour moi, c'est un dialogue entre quelqu'un et sa dépression, en quelque sorte, qu'il appelle sein Bruder, son frère. Oui. Donc, parce que comme un frère, comme un monstre caché, qui remonte de temps en temps, non, ou qui se montre de temps en temps, qui donne des messages. Il le dit d'ailleurs, wo ist deine Nachricht, où est ton message? Et la surface, ça pourrait être interprété, mais je suis déjà dans la pleine interprétation, la vie normale, tout va bien, mais de temps en temps, on quitte la surface. Et donc, c'est des mauvaises pensées, de la dépression, du mal-être, du malsain peut-être même. Et il dit, je t'ai jamais vu en haut chez les êtres vivants, je n'ai que lu de toi. Donc, ich habe dich noch nie gesehen, oben bei den Lebewesen. Mais après, parfois, il est capturé par cet être dans le gouffre, le Schlund. Hein? Oui. Et donc, après, il remonte à la surface. Ça, c'est purement interprétation presque. Hein. Ouais, c'est vrai que j'ai noté cette façon de faire rimer Mund, la bouche, et Schlund. Parce que c'est... Schlund peut être une gueule. Hein. Une gueule, oui. Une gueule béante. Ouais, c'est ça. Et alors moi je suis parti dans une espèce d'interprétation presque mythologique en fait, d'un couple à la Orphée et Eurydice en fait, avec le fait de... Tu veux dire Orpheus und Eurydike? Ja. Natürlich. Mais... Excuse-moi. Non, c'était ça en fait, c'est les créatures vivantes qui supposent en fait qu'on aille chercher l'être aimé au fond d'un gouffre en fait, et puis qu'on n'arrive pas à le ramener ou qu'on n'arrive pas à survivre tout seul dans le fond de ce gouffre. En fait, j'ai pensé vraiment à un conte de cet ordre-là, très très mythologique. Mais ça fonctionne bien effectivement si la deuxième personne est en fait une maladie en fait. Et qui quand même, voilà, un frère, et ils se font comme une sorte d'embrassement, s'embrasser. C'est ça. Mais en même temps, il dit, je ne supporte qu'un quart d'heure dans le schlund, dans la gueule, et après il doit remonter, donc il doit... Donc ça peut être quelqu'un qui a aussi des pensées parfois qu'il n'aime pas avoir, et il dit ok, pour 15 minutes ça va. Aussi, de toute façon, on va parler de l'ambiguïté, du bien et des mauvais dans d'autres chansons.
Mais voilà, je supporte bien un quart d'heure avec toi, mais après, ça serait bien que je puisse remonter à la surface. Moi, c'était ce côté fantastique. Je me disais que, comme en fait il fait référence à des chansons qui lui sont dédiées, effectivement, ouais, on peut continuer là-dessus sur l'histoire de la dépression. Il dit auch manches Lied ist dir gewidmet, donc aussi certaines chansons sont dédiées à toi. Oui. Tous sont dédiés, on dit aussi ça. Dédiés. Dédiés. Ouais. Et du coup, voilà, c'est mais c'est voilà, ça peut être un récit un peu mystique, mythologique aussi. Hein. Mais parce que tu as dit, tu n'aurais pas cru que cette chanson serait numéro 1. Est-ce que parce que pour toi-même, c'est une parmi plusieurs, ça te... Bah je pense que la plus populaire pour moi, plutôt dans le dernier album, ça aurait été soit Nie Wiederkrieg ou alors Jugend ohne Gott. Gegen Faschismus. La jeunesse sans Dieu contre le fascisme. Oui, parce que c'est des morceaux peut-être plus... Enfin, je me suis dit que c'était des morceaux peut-être plus dynamiques, plus entraînants et peut-être plus populaires aussi auprès du public. Voilà, mais... Voilà. Après, non, je pense qu'il y a cette idée du... Je pense que c'est lié à ce duo. Effectivement, peut-être que si Sopenskin a été pas mal diffusé dans des séries, peut-être c'est ça aussi qui a attiré un certain public supplémentaire. Ouais. Mais... Moi, je la trouve touchante sans toujours pouvoir exactement dire pourquoi elle me touche. D'ailleurs, je peux te dire, sans vouloir tomber dans le voyeurisme, quand je les ai vus au concert à Berlin, après avoir chanté cette chanson, je le voyais un peu ému lui-même. Après, je ne veux pas rentrer dans la psychologie des choses. Peut-être il avait juste, je ne sais pas, peut-être il a juste l'œil qui a gratté. Mais pour un tout petit moment, je les sentais un peu... émotionnellement touché, et après il a repris le concert. Parce qu'il l'a chanté avec elle sur scène. Non, il a chanté seul, dans le concert, il chantait seul. Elle a un côté aussi très rêve, non, cette chanson, qui est aussi soutenue par la musique. Et on a une guitare qui est pas en arpège, mais voilà, oui, avec des accords presque comme jouer avec une harpe en fait. Tu vois, c'est des accords pincés et avec beaucoup d'effets de reverb, de delay. Donc, ça amène ce côté vraiment aérien, quoi. Oui, et un petit côté fantôme aussi. Hein. Et dans cette chanson, j'aime vraiment bien cette image de l'eau qui convoque. De cette eau qui peut noyer, de cette eau lourde comme ça dans laquelle en fait on peut pas vivre, quoi. Non, mais on peut renaître en remontant à la surface. C'est assez oui, quand on convoque les images de l'eau dans les chansons, c'est assez ambivalent. Les 5 chansons solo, on attend encore cet épisode, mais on l'a déjà évoqué dans le premier épisode de Bruce Springsteen. Ouais, par rapport à la rivière. Avec la rivière et aussi le baptême de rock'n'roll. Oui. Le rock'n'roll baptism. Exact. Donc, et Aretha Franklin aussi, on a parlé long et large de la rivière, tu te rappelles. Ouais. Et un thème aussi, l'eau, la vague, qu'on retrouve peut-être dans une autre chanson légèrement un peu plus tard. Ouais. Donc, est-ce que tu penses on pourrait passer aux prochaines chansons? Oh oui. Je propose d'être chronologique. Voyez-vous ça? Et ça me ferait donc plaisir de parler de la première de toi. Parce que même si celle-là, elle est sortie en 2003, elle est une chanson de début. Hein. Donc, il existe une chanson anglaise qui s'appelle... de Tokotronic, qui s'appelle The Idea is Good, but the world... Je sais plus ni parler allemand ni parler anglais. Excuse-moi, mais je t'ai mis dans les phares de la voiture aussi. The idea is good, but the world isn't ready yet. The idea is good. Doch die Welt. Noch nicht bereit.
Et en français, du coup, l'idée est bien, mais le monde n'est pas encore prêt. Eh oui. Donc, c'est sur un album qui s'appelle 10th Anniversary de 2003, logiquement, parce qu'ils étaient fondés en 1993. Ouais. Et il y a d'autres chansons qui sont aussi en anglais, comme You're Quite Cool, basée sur la chanson Du bist ganz schön bedient, ce qui veut dire d'ailleurs en traduction, tu as vraiment ras-le-bol. Alors que là, ça n'a rien à voir, la version anglaise, mais cette chanson, The idea is good, but the world isn't ready yet, que tu as choisi, reste quand même assez près de l'original. Ah ouais, c'est littéralement une adaptation en anglais. Oui. Et donc j'ai choisi cette version de... Bon, en anglais, peut-être pour me raccrocher à une autre langue, mais... Que tu comprends, voilà. Mais par contre, même en allemand, en fait, j'adore cette chanson. Oui. Et donc... Donc, au lieu de la glace Kuyamara Split, tu préfères quand même Stracciatella ou Nuss? Ouais, je pense. Nuss, c'est noix, hein, donc juste pour le dire. Ben, effectivement, pour moi, je la préfère en allemand, pour être honnête. Oui. Mais j'ai pris du plaisir quand même de l'écouter en anglais. Mais logiquement, en tant qu'Allemand, je préfère la version allemande. Mais je vais te dire un truc. Oui. C'était une des premières chansons que Dirk von Lotzo a écrite. Oui. Et elle était à la base anglaise. Quand il a composé cette chanson, elle était en anglais parce que lui, il était plutôt du style la musique New Romantic des années 80. Mm-hmm. Donc, il était plutôt dans ce registre-là. Donc, il y a un certain style musical anglais qu'il a apprécié des années 70 à 80. Mais il a aussi adoré le look efféminé de Boy George, par exemple, qui chantait en anglais. Donc, il dit aussi, il a donc fait aussi polémique dans sa petite ville parce qu'il avait une espèce de veste avec des paillettes. Mm-hmm. Et donc, du coup, il y a un certain style qui venait plutôt de la culture anglophone, qu'il a beaucoup adoré. Et du coup, lui, il s'est mis à composer tout d'abord en anglais. Donc, avec les premiers accords de guitare, il a fait des chansons en anglais. Et quand il est arrivé à Hambourg, il a donc retrouvé Jan Müller et Arne Zank, qui étaient dans le Deutsch Punk, donc dans le punk allemand. Et qui ont dit, mais attends, on veut bien faire de la musique avec toi, mais on a envie de le faire en allemand. Donc les textes en allemand. Donc lui, il a retraduit ses chansons en allemand. Donc cette chanson, à la base, elle était anglaise. Après, elle n'était pas forcément avec ses paroles qu'il a après fait en allemand, parce que ça, à mon avis, c'est une retraduction maintenant qu'on a dans cette version de la version allemande. Parce que je l'ai entendu d'en parler dans un podcast où il dit, dans la version originale, il y avait une phrase comme « Happy Day » ou un truc comme ça, qui ne se retrouve pas du tout là. Donc moi, je pense qu'elle était anglaise. Il a fait une version allemande et après, pour les 10 ans, ils ont traduit la version allemande. Oui. Donc, à quel point elle ressemble à la version anglaise d'origine de Petit Dirk von Lotzo, encore dans le sud-ouest de l'Allemagne, je ne sais pas. Mais... voilà. Elle était anglaise. Il dit que c'est une des premières chansons qu'il a écrites. Oui. Donc, et cette version, en fait, oui, pourquoi j'ai choisi cette version en anglais, c'est justement parce que en 2003, en fait, c'est pas tellement chanté en anglais, mais il y a un peu ce côté plaintif des groupes de lofi américains, comme Pavement, qui citent comme référence. Et donc cette version-là est encore plus proche de ce style. Donc c'est pour ça, mais elle fonctionne aussi bien en allemand en fait. Et j'adore le refrain en allemand aussi. Noch nicht bereit. Die Welt ist noch nicht bereit. Ouais. Oui, c'est une chanson qui, musicalement, c'est vraiment aussi Tokotronic du début. Ouais. Hein. Ça pétarade un peu. Hein, comme je dis, là, même si cette version était peut-être enregistrée plus tard, mais le premier album était enregistré quasiment en live, les premiers albums d'eux.
Le tempo change de temps en temps dans la chanson. La batterie, je l'adore, mais c'est un style particulier. Ouais. En plus, elle est avec un phaser, je dirais, à un certain moment. Oui, ouais. Et c'est pas que guitare et batterie suivent les rythmes de la batterie, c'est qu'ils se cherchent. Tu as l'impression, c'est les trois qui se cherchent et qui même font donc cet accord pétaradant. Ouais. Il n'y a même pas de solo. Donc le solo, c'est qu'ils font tous ensemble ram, pam, 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 pam. Et c'est comme si tout le monde, comme un mouton, un groupe de moutons qui, pour pas se perdre, ils prennent quelques mesures pour faire ram, pam, 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 pour repartir. En fait, t'as les couplets qui sont assez calmes, assez monocordes, on va dire, et que juste avant ça, en fait, il y a une espèce de regroupement avant de s'emballer pour le refrain. Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Et ça remplace là le solo parce que les premières chansons, soit il n'y a pas de solo, soit c'est des solos super rudimentaires encore parce qu'ils n'ont pas les moyens musicaux. Heureusement, parce que ça fait leur charme à cette époque-là. Et bon, après, c'est leur style de début, plutôt. Hein. Quand même, c'est les Tokotronic Trio, encore. Hein. Et non, en fait, bon, tout est super dans cette chanson. Oui. L'idée de la chanson est super. Donc, mais le monde n'était pas prêt. Le monde n'était pas prêt, en quelque sorte, avec quelques gens, mais pas pour les masses. Comme je dis, 3000 personnes, pas 70 000. Ouais. Donc, leur thème abordé, c'est quand même un thème de début qui se trouve dans plein d'albums d'eux. C'est un peu le thème de l'exclusion et en même temps le souhait d'une prise de contact. Donc voilà, et ça c'est un thème typique de Tokotronic To, moi et les autres. Une certaine solitude, mais aussi vouloir faire partie de quelque chose. Comme je disais, je veux faire partie d'un mouvement de jeunesse. Oui. Et donc les premières chansons, le thème c'est va à la gare ou va dans un autre endroit de la ville et tu invites quelqu'un à boire un coca ou manger une glace et pour parler avec la personne des éventuels problèmes. Ouais. Ça serait une sorte de psychologue de thérapie de rue en fait. Voilà. En gros, sors, trouve-toi n'importe qui, invite-le à manger une glace, un coca, boire un coca et parle à cette personne. Mais ça culmine après sur le constat que probablement la personne n'a même pas le temps. Ouais. Et l'idée est bien, mais le monde là dehors n'est pas encore prêt pour toi, là. Pour ton idée de parler aux gens. Hein. Ouais, je sais pas si c'est... Oui, si c'est naïf, si c'est utopique, mais en tous les cas, l'idée est là. Mais l'idée est là, mais tu sais, il y a une autre chanson à laquelle je pense, c'est sur les premiers albums, c'est... Ich wünschte, ich würde mich für Tennis interessieren. J'aimerais bien m'intéresser au tennis. Et la chanson, c'est juste parce que apparemment, il constate qu'il y a plein de gens qui parlent du tennis. Mais en fait, lui, non, parce qu'il ne comprend pas. Et dans la chanson, il dit carrément, j'ai l'impression que ce jeu n'est pas si compliqué. Donc, si je m'y mets, je pourrais comprendre les règles et après faire partie des conversations des autres. Hein. En fait, voilà, c'est ça. C'est moi, je suis seul et je voudrais intégrer la majorité des discussions ou des sujets qui intéressent les gens de mon âge. Oui, voilà. Ou peu importe qui, hein, c'est vraiment ça. Mais voilà, tu as une sorte de tiraillement intérieur entre j'aimerais bien me faire comme ça, mais en même temps, d'ailleurs, il le dit, le chanteur, il dit que leur notoriété était là depuis le début et qu'en fait, alors il le dit dans une interview, il dit pour toucher plus de gens, il faudrait probablement chanter sur le football. Ça veut dire que quelqu'un voudrait s'intéresser au tennis, mais effectivement, si tu choisissais comme d'autres sujets de chansons qui mobilisent plutôt des masses, oui. C'est ça. Il personnalise quand même le troisième couplet parce que les premiers deux couplets, il donne des conseils, sort, parle aux autres, même si ça va peut-être pas marcher. Et à la fin, il personnalise et il dit, moi j'appelle une amie au milieu de la nuit et je chante une chanson nouvellement écrite, mais après,
il est gêné parce que dans la chanson, il y avait des mots I love you. Oui. Je t'aime, ich liebe dich. Hein. Ouais. Et il raccroche après et il dit I'm in a moody blue. Oui. Donc dans une humeur, je sais pas, triste plutôt. Je trouve là, c'est pas tout à fait traduit parce que dans l'original, il dit schäme ich mich, donc je suis gêné. Ouais. Hein. Donc là, c'est. Ouais, en fait, il est gêné peut-être d'avoir chanté ça à cette amie qui est peut-être pas sa petite amie certainement. Oui. Et en raccrochant, il doit se dire que peut-être elle va croire qu'il lui a chanté parce qu'il est amoureux d'elle et que. Ou le contraire, peut-être il est, mais il voulait pas aller si loin que ça. Voilà, oui, mais voilà. Et donc du coup, dans la version en anglais, il pleure et qu'il est triste. Mais ce qu'il faut quand même demander aux anglophones, c'est est-ce qu'ils connaissent la marque de glace Cuyamara Split qui est abordée. Parce que dans l'original, ils chantent Stracciatella o Danus, comme je disais. Ça, et là, c'est des parfums. Ça, c'est des parfums. Et Cuyamara Split, c'est une glace préconfigurée que tu trouves sur que tu donnes aux enfants qui sont déjà prêtes. C'est une marque très connue en Allemagne. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais ça, mais les Allemands ont une fascination pour la glace. Ça, je crois que ça vient des travailleurs migrés italiens qui sont installés en Allemagne pendant les 30 Glorieuses et qui aujourd'hui, depuis le début, tu trouves dans chaque village allemand soit un glacier italien ou un restaurant, une pizzeria italienne. Et du coup, les Allemands, l'après-midi, pour les cafés en cours, pour l'heure de goûter, ils adorent manger une glace. Hein. D'où Stracciatella, entre autres. Moi, je préfère Malaga. Mais la glace, c'est quelque chose qui étonne toujours des Français qui vont en Allemagne, à quel point là-bas, ils bouffent la glace. Hein, parce que tu en trouves partout. Et dès qu'il y a 2 brins de soleil, ils mangent la glace. Stracciatella o Danus ou Cuyamara Split. Donc, comment on appelle ça les marques, comme ici? Ou c'est déjà prêt pour les enfants avec un papier et tu le vends. Qu'est-ce que c'est quoi? Scholler? Non, Scholler aussi, c'est. Miko? Ouais, peut-être. Tu sais, où tu vas dans un kiosque et tu as. Tu, avec une carte. Et Cuyamara Split, c'était aussi un truc allemand, mais peut-être connu dans les mondes anglophones aussi. Bon, bref, c'était peut-être pas le sujet le plus important de cette chanson, le Cuyamara Split. Mais voilà, le travaillement intérieur, c'est le truc de tennis. J'aimerais bien le tiraillement intérieur. Hein, c'est aussi dans le titre d'un autre album, Es ist mir egal. Ouais. Aber, ouais. Ça m'est égal. Mais. Voilà. Et je sais pas, tu voulais dire quelque chose sur The Idea is Good, but the world isn't ready yet? Non, c'est vrai que c'est une chanson qui fleure encore l'adolescence en fait. Oui. Où la personne justement, puisqu'elle est encore à vélo en fait, ça dénote bien la personne qui a 15-16 ans et qui se déplace comme ça avec un vieux vélo de course. Oui. et que c'est son moyen d'évasion et qu'il va chercher désespérément comment il pourrait améliorer le monde ou nouer des contacts. Oui, qui cherche des contacts, justement, je voulais dire ça. Donc mais qui ne sait pas encore tout à fait comment. Comment je peux rencontrer des nouveaux gens. Hein. Et à un âge où on peut avoir ce genre d'idées saugrenues, mais qui peuvent marcher. Ça peut marcher. Peut-être le monde est prêt. Prêt maintenant. Ouais, prêt maintenant. Bonne conclusion. Qu'est-ce que tu penses de passer à justement l'album Es ist mir egal, aber ça m'est égal, mais pour parler de ma première chanson, Sie wollen uns erzählen. Ils veulent nous dire, ils veulent nous raconter. C'est le morceau. Écoutez-le maintenant sur la playlist. Ouais. On se retrouve tout de suite après ça. Re-bienvenue dans ce podcast. Super que vous l'avez écouté sur nos playlists YouTube et Spotify. Ils veulent nous dire, ils veulent nous raconter le morceau Bob Dylan. Oui. Parce qu'il y a un harmonica. Ah ouais, ça c'est... Il y a même un Mundharmonika. Mundharmonika, exactement. Ouais. Alors, c'est un harmonica qui m'a fait effectivement penser à Bob Dylan et je me suis dit, mais
mais pourquoi cette harmonica? Qui fait une seule note, quand même. Ah, c'est ça, oui. C'est une seule note et c'est comme sur la pochette de l'album, c'est un canard. Oui. Et après, en fait, je l'ai écouté, réécouté, je me suis dit, il y a le pont à la fin qui est vraiment musicalement super intéressant. Il y a le morceau qui passe aussi de majeur à mineur qui est aussi qui l'enrichit. Mais c'est vrai que cette harmonica qui est lancinant, comme pouvaient être strident les harmonicas de Bob Dylan quand c'était juste rythmique. Ça m'a fait aussi penser aux Kings en fait. Aux Kings de leur partie de fanfare en fait. De, presque de fête foraine, enfin on dirait presque un klaxon. Oui. Et c'est... En fait, c'est une mundharmonica en tant que percussion, en quelque sorte. Klaxon, ouais, c'est... Et parce qu'il n'y a pas d'accordéon, donc on va jouer de l'harmonica. Oui. Et c'est... Oui, excuse-moi. Et donc, c'est bien une de ces chansons contre l'autorité des parents. Oui. Parce que je pense, hein, qui est ce Si Volen, qui sont ces gens. C'est mon interprétation aussi, que c'est des parents. Hein. C'est un peu, qu'est-ce que je voulais dire? C'est nous et eux. Oui, hein? oui. Us and them. Ouais. Wir und sie. Hein? C'est vraiment une chanson que... C'est une chanson que j'ai aperçue très tôt. Je ne peux pas te dire dans quel est ton texte, mais je l'ai aperçue aussi assez tôt dans leur carrière. Je ne sais pas si c'était au moment de la sortie ou pas. Mais au niveau parole, c'est une chanson typique des Toko de début. Ils veulent nous dire, ils veulent nous convaincre. Et ça, bon, on peut dire c'est la société. C'est les gens qui sont plus appliqués, qui ont plus d'objectifs. La bourgeoisie, je ne sais pas, mais mon interprétation a toujours été, c'est les parents. Ouais. C'est des parents qui disent, ils veulent nous raconter qu'ils auraient un âme. Oui. Et puis qu'ils savent mieux les choses. Savent mieux. Et que... Ils veulent certainement que nous sommes heureux. Oui, c'est ça. Mais c'est certainement, justement, ça sème le doute. Ouais. C'est l'âge, justement, où les parents disent, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Et c'est vraiment pour ton mieux. Ouais. Donc... C'est ça. Moi, à votre place, moi, à votre âge, ouais. Donc, c'est les gens ont des passions, de l'art, de l'amour. Et nous, c'est les vieux. On se retrouve presque dans ce rôle maintenant. Bac, leçon de piano, orientation Parcoursup, voilà. C'est ça. Et nous voulons que le meilleur pour les enfants. Hein. J'aime bien la deuxième phrase, si Athena in Ziele. Ils ont une âme. Oui, ils ont une âme, oui. Oui. Ils veulent nous prouver qu'ils ont une âme, grosso modo. Ils veulent nous dire que... Ils sont aussi vivants, aussi heureux. Oui. Mais alors qu'ils sont plus jeunes. Oui, mais il dit ça, tout ça. Ils veulent nous faire croire. Hein. Donc, en fait, en sous-contexte, c'est une façon de se rassurer. Oui, ils veulent nous dire que c'est pour notre bien. Ouais. Et notre passion est une énigme pour eux. Mais ils veulent certainement que nous sommes heureux. Mais il y a le doute partout. Oui. Ces gens, ils veulent que nous embobiner dans leur truc de bourgeoisie. Alors que nous voulons que vivre. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi ouvrier bourgeois. Ça pourrait être ce contexte-là, en fait, de lumpen. Du lumpenprolétariat. Oui. Genosse, camarade. Et en fait, dans le deuxième couplet, il y a ça aussi. Ça, c'est vraiment de la... En fait, en lisant les paroles, c'est vraiment la pure poésie de faire ces espèces d'allitérations. Si wollen, wir sollen. Oui. Tu as vu ça? Ils veulent, wir sollen, nous devons. Ouais, c'est ça. C'est le... Oui. Pour moi, c'est le... Enfin, qui comprend pas l'allemand, en fait. Je peux juste travailler sur le son des... Mais c'est mots. Rigolo, je l'ai pas remarqué. Ah ouais, tu vois. C'est vrai, tu as un croisement de Sie wollen uns erzählen, wir sollen uns nicht mehr quälen. Donc la lettre change la place. Ouais, c'est ça. À peu près. Hein. C'est des verbes de modalité wollen et sollen, voulons et devons. Oui, ou vouloir et devoir. Mais c'est vraiment un type très typique. Ils veulent une espèce de
obligation de s'adapter. D'ailleurs, je peux te dire, dans la biographie des quatre, j'ai écouté, donc, il y a un très bon podcast, comme je disais, de la chaîne publique, de la radio publique allemande, This Band is Tokotronic. C'est en 6-7 épisodes, donc presque 3 heures de plus, 3 heures et demie de podcast. Et là, ils disent justement, chacun de ses membres, même le dernier, Rick McPhail, qui a grandi aux États-Unis, qui a dit, à un moment, ils étaient des exclus. Donc, c'était le chanteur Doug von Lotso, où c'était parfois un peu de... C'est un côté légèrement efféminé, mais aussi le manque de s'intéresser au football, par exemple. Donc, Jan Müller, le bassiste, il dit ça, je ne m'intéresserai pas au football, donc j'étais fichu. Et Arne Zank, le batteur, il raconte un truc du type... mais il y avait un jour, et c'est vraiment touchant, il raconte qu'il a reçu des lunettes. Et d'un coup, les gens ont fait des blagues sur ces lunettes tout le temps. Et il dit, mais j'ai pas compris. Mais je dis, mais je suis la même personne. Et du jour au lendemain, il commence à se moquer de moi. Il dit, j'étais vraiment très triste à cause de ça. Et même Rick McPhail, donc il n'a pas grandi en Allemagne. Il dit, écoutez, moi j'étais fichu aussi parce que j'aimais Duran Duran. Et du coup, on s'est moqué de moi parce que Duran Duran, c'était pas assez masculin. Il vient pareil hein, d'un coin perdu des États-Unis. Il me semble, je sais pas si c'est le Midwest ou Maine peut-être, je Maine, sais pas. Maine, oui, c'est ça. Ouais. Donc la province de Stephen King aussi. Oui, exactement. Donc c'est de là quand je le connais le mieux aussi, depuis la jeunesse. Ouais. Mais donc c'est ça en fait, c'est une espèce d'agrégat de gens qui se retrouvent sans repère par rapport aux jeunes de leur âge et qui forment un groupe, quoi. Et du coup, ils ont toujours toujours être presque prêt de faire l'effort pour faire partie de tout. Ouais. Comme dit le titre de l'album, es ist egal, mais oui. Ça, en gros, genre, une fois, c'est là, on dit, c'est bon, je suis pas comme les autres, ou ça marche pas, mais j'aimerais bien. Hein. Ouais. Et il y a aussi le fait de vouloir s'intégrer, mais quand même de ne pas renoncer à sa propre personnalité, à sa singularité. Donc ça intégrer un groupe, ça se fait pas à n'importe quel prix. Je sais que le chanteur, là, il parle assez souvent de Morrissey, et qui peut être une espèce de figure aussi assez... qui a pu aussi l'inspirer et puis lui servir de modèle par rapport à ça. Certainement aussi Morrissey qui refusait un peu de genrer. C'était... Ouais, c'était tout à fait ça en fait. Il était vraiment très seul et puis la rencontre avec Johnny Marr, je pense, a pu le sauver, quoi. Oui. Et je pense qu'il parle de ça. C'est un peu ce qu'il raconte Doug von Lotso quand il va de la Schwarzwaldhölle, de l'enfer de Forêt-Noire, dans la grande ville d'Hambourg, où il rencontre ces deux, où il dit, mais ça a fait clic direct parce qu'il y a 3 exclus en quelque sorte. Oui. On dit marginaux, je ne sais pas si c'est trop fort ou pas en français, mais des gens qui se trouvent un peu au bord de l'action. Du outsider, je dirais, c'est un peu... D'un coup, c'est ça, oui. il retrouve des gens qui sont à peu près pareils. Ouais, quand tu passes de la campagne à la grande ville, en fait, c'est là où tu peux avoir cet appel d'air, en fait, dont tu as besoin. Et ils en parlent dans la chanson Hey Do. Oui, justement, Hey Do, c'est un album de l'album Die Unendlichkeit, qui est très personnel. Et là, c'est un peu à un moment, je crois, il récite quelqu'un qui l'appelle Schwuchtel, donc c'est PD en allemand, de ce genre de... Hey du, qu'est-ce que tu me regardes? Hey du, et toi? Was starrst du mich an? Oui, qu'est-ce que tu me regardes? C'est was starrst du mich an? Et was machst du mich an? C'est pourquoi tu m'attaques un peu verbalement. Oui, c'est voilà, parce que c'est l'album très personnel où c'est repris. Donc il règle un peu ses comptes dans cette chanson-là, dans Hey Do, oui. avec les gens qui ont pu le harceler comme ça par rapport à son look et tout ça, auquel il n'a pas dû renoncer, hein, parce qu'il devait avoir des vêtements
excentrique en fait. Oui, un peu, peut-être. En tout cas, il avait, comme je dis, il a un petit côté qui est considéré... Bon, aujourd'hui, ça passe beaucoup mieux, mais c'est une autre époque où c'est un côté, disons, efféminé, comme Morrissey l'a fait, et passe beaucoup moins encore qu'aujourd'hui. Hein. Mais d'ailleurs, ils ont ce côté, justement, comme je disais, c'est parce qu'on en parle, je dis, c'est cette complète absence de la masculinité, mais tu l'as dit, la couverture de l'album, c'est 3 canards très mignons, 3 canards, rien d'autre. Et je ne sais pas si tu as vu la vidéo sur Sie wollen uns erzählen, ils se promènent dans un espèce de zoo pour enfants, tu sais, où tu peux nourrir des animaux, et ils donnent à manger aux biches, ils jouent aux memory. Ils se promènent, il y a des canards aussi qui se promènent, ils nourrissent des biches, mais c'est super mignon. Et en fait, c'est dès le début, il y a une complète absence de la... Même si dans les textes, parfois, il y avait une certaine agressivité, parce qu'il déteste les vendeurs de guitares, parce qu'il se fait toujours avoir, parce qu'il veut toujours lui raconter quelle guitare prendre, etc. Donc, mais il y a une absence absolue de tout ce qui est vraiment violent. Donc, et ça se représente même dans dans une couverture d'album qui est 3 canards mignons. Vrais, hein, c'est pas une BD, c'est des vrais canards. Avec cette harmonica, je pensais aussi à ce côté vraiment très très enfantin du gamin qui va harceler ses parents avec une trompette en plastique. Oui. Tu vois, c'était ça. C'est pas mal. Mais aussi, ça représente aussi encore ce style musical des débuts, parce que tu écoutes la chanson. Donc, il travaille un peu avec les mineurs, la libération sur les accords mineurs, mais bon, la batterie, elle fait... Si tu vois, aujourd'hui, le batteur, il est très posé. À l'époque, c'était des fils tout le temps. Donc, il n'y avait pas un couplet sans avoir au moins 4 fils différents. Et la basse qui suit plutôt les accords. Et donc, les accords, c'est vraiment aussi des accords typiques des débutants de guitare, tu vois. Bon, c'est, je crois, mi mineur principalement. Après, ça passe sur le mot Leidenschaft, passion. Ça passe sur, je crois, un si mineur, comme ça. Et voilà, mais c'est encore, voilà, aussi un style de début. Et voilà, l'harmonica, il s'est peut-être acheté, tu sais, le truc autour du cou pour jouer l'harmonica, mais il ne savait pas encore jouer l'harmonica. Donc, c'est aussi ce style naïf de début qui est représenté. Et maintenant que tu le dis, peut-être quand tu achètes ce porte-harmonica... ou que tu trouves un porte-harmonica et que tu veux... tu as envie de jouer embêter tes parents ou que tu veux singer le Bob Dylan qu'ils ont pu aimer quand ils étaient jeunes. Ça peut peut-être fonctionner comme ça. C'est presque un côté peut-être parodique. Faut qu'on lui demande. Oui. En tout cas, c'est humoriste. Ou aussi le fait, un tout petit peu leur côté punk, de dire, punk tout d'abord, c'est faire la musique, même sans les capacités. Et parce que c'est ça le punk. Le punk, c'est le message numéro 1, et il vient quand même de là. Tout le monde peut faire de la musique. Hein. Et c'est le rejet de ce qui s'est fait avant. Voilà, et aussi qu'un apprentissage n'est pas forcément nécessaire. Donc pour ceux qui ne sont pas allés sur la playlist, l'harmonica est jouée comme ça. Voilà, toujours sur le même son. C'était très fort. Imagine, tu as la chance d'avoir des parents qui écoutent de la musique, mais qui écoutent encore les protest singers des années 60, qui sont restés sur ce côté... et que quand toi, tu as 14-15 ans, voilà, toi, tu écoutes du punk rock, et que si tu as envie de les embêter ou de les contrarier, ben voilà, tu joues une seule note. Tu singes leurs idoles des années 60, peut-être. Donc, c'est très autoritaire, du coup. Oui. OK. Bon, que dis-tu de passer donc à l'album Capitulation, peut-être? Mein Ruin. Ma ruine. Donc, c'est... C'est une épopée. Donc, c'est une épopée, c'est un mélodrame. Ouais. Il dit d'ailleurs, je l'ai vu hier soir encore, j'ai vu des images où il a fait en guitare acoustique avec Rick McPhail. Donc il dit, on vous présente My Mélodrame, Mein Ruin, parce qu'il a dit, on a essayé de mettre tout dans une seule chanson parce qu'elle est au niveau des paroles, c'est 5 minutes de paroles d'affilée, plus ou moins. Donc Mein Ruin de 2007. Capitulation, 8e album de Tokotronic. En successeur de Pure Vernunft en juillet
2007, deuxième album après que L'Âge d'Or, L'Âge d'Or d'ailleurs en français. Oui. Leur premier album indépendant s'appelait L'Âge d'Or. Et ils sont là, il était transféré sur un label major parce que c'est la révolution dans la musique aussi avec les streaming ou les downloads et tout ça, que ça a détruit pas mal de petits labels. Donc du coup, leur label d'origine, L'Âge d'Or aussi. Donc la chanson s'appelle Mein Ruin et l'album c'est Capitulation de 2007. J'ai l'impression que c'est sur 2 accords. La plupart du temps. C'est la plupart du temps sur mi mineur et do. Ouais. Et que dans le refrain. Ça se libère sur un la mineur et sol et ré. Ouais. Et je trouve que c'est un point fort de cette chanson de nous garder presque 2 minutes avec 2 accords. Et à un moment, ça fait Mein Ruin et ça passe sur le la mineur. C'est comme que quelqu'un a enfin ouvert la fenêtre, je trouve. Ouais. C'est musicalement très intéressant. Ouais, moi j'ai appelé ça une litanie nietzschéenne, carrément. Avec cette espèce de répétition, de revendication. Pour tous ceux qui se demandent qu'est-ce qu'apporte Maxime dans ce podcast, c'est ces moments-là pour lesquels je vis. Comme si tu n'existais pas, de Joe Dassin était le blues métaphysique. Tu peux refaire, s'il te plaît, là. Litanie nietzschéenne. La litanie nietzschéenne. Au singulier. Nietzsche en chiffres. Ouais. Non. Non, on est vraiment presque dans la transe, en fait. Puisque t'as vraiment un côté très, très appuyé. Et je me suis dit... À quoi ça me fait penser musicalement et je me suis rappelé de l'album qu'avait fait Neil Young avec Pearl Jam. Et il y a un album qui s'appelle Mirror Ball. Ok, ça me parle, mais... Et plus précisément, il y a une chanson qui s'appelle I'm the Ocean, qui est pareil dans ce goût-là, en fait, avec un tempo assez enlevé, et qui est pareil avec un son de guitare saturé, bien épais. Oui. Donc, déjà, ça me permet de renvoyer nos auditeurs aussi à la méga playlist dans laquelle on met n'importe quelle chanson qu'on aborde. Donc, cette chanson-là, je ne sais pas si on la trouve sur Spotify. On la trouve à nouveau. Peut-être. Oui, on la trouve à nouveau. Il est revenu de sa position sur Spotify, Neil Young. Et donc, I Am the Ocean, c'est ça? Oui. On va bien sûr la mettre. Donc, du coup, écoutez aussi la méga playlist. Elle a, je crois, 24 heures de durée. Donc, vous mettez ça, bien sûr, en shuffle. Ouais. Chronologique, c'est pas très intéressant, mais en shuffle, ça marche très bien. Donc, il faut dire, tu parles des guitares. Instrumentalement, c'est rien de compliqué, à part des sons réguliers de... C'est comme Tokotronic du début au niveau de la simplicité. Néanmoins, dans l'exécution, c'est beaucoup plus fin. Oui. Beaucoup plus sophistiqué. Hein. Là c'est pour ça, hein, je te dis, on accède à une dimension supplémentaire par rapport à la jeunesse. Il s'ouvre vers un côté beaucoup plus universel, mais beaucoup plus allemand, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non. Par rapport au romantisme allemand. Ah. Je pense qu'en fait, en grandissant, ils se dégagent un peu de leurs premières influences musicales qui sont essentiellement américaines, on va dire, et qu'ils s'imprègnent beaucoup plus leurs morceaux de la culture allemande. C'est très intéressant parce que voilà, j'ai dit il y a deux trucs. Donc, quand je l'ai mis pourquoi je l'ai mis sur la playlist? Parce que j'étais complètement sur le chemin de ces 13 albums que j'écoutais, du coup, du début jusqu'à la fin. Et à un moment, j'étais un peu pressé. Je dis, je veux mettre une chanson. Et cette chanson, elle n'est pas sortie de la tête. Et du coup, elle a ce côté très simple au niveau de l'interprétation des accords, par exemple. Mais en même temps, on trouve le développement et aussi, elle est un peu un lien entre les vieux Tokotronic, je trouve, et ceux d'aujourd'hui.
Parce qu'on est dans les années où il y a une transformation qui se fait, justement, comme tu dis. C'est ça, ouais. Et on trouve donc les premières influences d'une maturité, d'un changement, d'élargir un peu l'horizon. Et du coup, je dis, mais celle-là, elle ne me sort pas de la tête. Parce qu'elle a ce côté de cet accord répété, ce truc un peu hypnotique. Et d'un coup, ça s'ouvre vers le refrain. Et au même temps, l'exécution est déjà beaucoup plus fin qu'encore au début. Donc, ils vont vers des nouveaux horizons, en quelque sorte. Ça aussi grâce au nouveau guitariste qui, depuis l'album avant, ce que tu as dit, ça fait partie de la Berlin Trilogie. Oui. Donc, la trilogie berlinoise, en référence à David Bowie. Bah et oui. Du coup, ils sont un quatuor. Et par rapport à ça, je voulais bien faire un petit break avec toi pour vite ouvrir mon portable parce que je te salue de la part de Jan Müller, le bassiste de Tokotronic. Ah ouais. Qui a, figure-toi, répondu à un message de ma part. Ok. Donc, sur Instagram, je ne peux pas l'ouvrir parce que je suis hors ligne, mais c'est pas grave, je peux à peu près te le résumer. Sur Wikipédia, on trouve donc l'expression Berlin Trilogie. Ouais. Donc, tu dis, voilà, donc cet album-là, pour Vernunft darf niemals siegen, Capitulation, et c'est quoi d'autre? C'est Schall und Wahn. Schall und Wahn, justement, est souvent qualifié de la Berlin Trilogie. Et je me suis dit, mais d'où ça vient vraiment, ce truc de... Parce que je l'ai retrouvé dans plein d'articles. Ah, la Berlin Trilogie. Et je dis, mais est-ce que c'est prétentieux de parler de la Berlin Trilogie ou de leur part, ou ça vient des journalistes ou pas? Donc je me suis dit, allez, on va faire comme un vrai journaliste. J'ai envoyé un message à Jan Müller et je dis, écoutez, si tu n'as pas envie de me répondre, pas de temps, et c'est pas grave, mais je pose la question. Alors, comment ça se fait est-ce que c'était une blague au début et qui est devenue un peu plus autonome et d'un coup été reproduit? Et bon, je peux te dire, après presque semaines, il m'a répondu. Il a dit désolé pour ne pas avoir répondu tout de suite. Et effectivement, Berlin Trilogie a commencé comme une blague entre nous. Et après, c'était repris par les journalistes et le côté blague est de plus en plus allé en arrière-fond, en fait. Que maintenant, on trouve sans aucun clin d'œil parfois le mot, ça fait partie de leur Berlin Trilogie. Hein. Il a dit, je ne peux pas te dire plus que ça sur cela, mais je vous souhaite un bon podcast. Malheureusement, je ne parle pas français, mais voilà, des salutations et je vous souhaite un bon podcast. Donc, le bassiste de Tokotronic nous salue et explique donc que cette Berlin Trilogie, cette référence à Bowie, était effectivement tout au début une petite blague entre eux. Oui, parce qu'en réalité, la trilogie berlinoise aussi de Bowie, c'est quelque chose... C'est pas une vraie trilogie berlinoise. Oui, il a dû enregistrer un album vraiment à Berlin. Et puis Tokotronic, je sais pas, alors du coup, si ces 3 albums sont vraiment... Ils sont principalement enregistrés à Berlin et on peut dire aussi que 3/4 de Tokotronic ont un peu transféré leur point de vie à Berlin. Donc, il y avait aussi, on parle parfois des Hamburg Years and the Berlin Years. Oui, et effectivement, maintenant, ils vivent plutôt à Berlin. Partout, Rick McPhail vit toujours à Hambourg, si j'ai bien compris. Mais ils vivent à Berlin, principalement. 3/4 du groupe, en tout cas, ils sont régulièrement. Ils enregistrent souvent à Berlin, mais pas que. Mais ces albums-là, peut-être oui, mais bon. Juste pour dire que c'était plutôt une petite blague entre eux, de l'appeler Berlin Trilogie, qui s'est un peu autonomisé, si tu veux, ou a pris de l'autonomie. Ouais. Non, moi, j'ai été très, très étonné par cet album, parce que déjà, sa pochette, en fait, je me suis vraiment demandé... Oui. Qui est-ce qu'ils avaient collé sur la pochette? C'est un vieux tableau, mais... Bah ouais. J'ai trouvé la référence, hein, mais... Mais ça me dit rien, en fait. C'est un jeune monsieur, c'est tout. Ouais, c'est exactement ça, oui. C'est un portrait d'un peintre qui s'appelle Thomas Eakins, un peintre américain. Donc, je pensais que c'était peut-être un personnage historique allemand, en fait, et qui aurait eu un lien avec... voilà, soit l'histoire du 19e siècle, d'autant que l'album s'appelle Capitulation.
Et plusieurs de ces titres un peu guerriers, si tu veux aussi. Hein. Oui, oui. Un peu de négatif. Dans cet album-là. Ouais. Et donc là, revenons-en à la chanson. Oui. Donc, c'est un monument. Mein Ruin ist mein Bereich. Ma ruine, c'est mon... Donc, royaume. C'est mon royaume, mon domaine. Ouais. C'est là où je suis. En fait, c'est vraiment super intéressant, cette chanson. Et qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure, ou je dis peut-être on en reparle. Bon, de l'eau peut-être, parce que ma ruine, c'est une vague qui à la fois me porte. Oui, on a parlé de l'eau. Donc, et qui en même temps va m'enterrer. Comment on dit, m'engouffrer, ou je vais m'engouffrer, ou je sais pas. Submerger. Me submerger. Ouais. Donc, elle sera à la fois. Donc, on part de quelque chose qui à la base est négatif. Une ruine, on est d'accord, c'est tout d'abord une connotation négative. Mais dès le début... c'est pas évident à traduire en fait. Enfin, on pourrait le traduire comme une espèce une descente, une autodestruction, ou je sais pas, quelque chose. Une perte. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est très compliqué. Mais en tout cas... Il y a quelque chose de descendant, quoi. C'est une déchéance ou... Quelle que soit la version de la voix, le mot ruine évoque tout d'abord du négatif. Oui. Alors que lui, je dirais non. En sens propre, en tout cas. Oui. Mais lui, il fait, dans toute la chanson, il fait un va-et-vient entre un côté positif et négatif de sa ruine. Donc, si tu prends, par exemple, il y a le mot begräbt, donc enterré, il se fait submerger. Ein Fall, une chute. Zerbrechlichkeit, Fragilité, Abgeschiedenheit, Isolement, Arbeit ohne Sinn, travail sans sens. Et en même temps, il dit positivement, mein Heiligtum, mon sanctuaire. Ein Donnerhall. Un Donnerhall, oui, c'est de tonnerre, le bruit de tonnerre, mais positivement plutôt. Un Ziel, un objectif, mein Lorbeerkranz, ma couronne de laurier. Oui. C'est mein größtes Glück, il dit, mon plus grand bonheur. Donc, il y a quelque chose qui part d'un mot négatif, mais pour lui, ça a deux côtés. Ça peut être la créativité, par exemple, qui est déclenchée par peut-être son positif et négatif. Mais ça cumule sur mein Ruin ist mein Bereich, ma ruine, c'est mon domaine. Ouais, c'est son chemin. C'est ça. C'est la voie qui s'est tracée. Et le mal et le bien y est. Oui. Et ça fait partie de son... de l'acceptance. Ça a deux côtés, il y a un va-et-vient entre les deux côtés, mais c'est son domaine. C'est ce qui le fait, en fait. C'est son triomphe aussi. Hein. Son triomphe, oui. C'est mein Triomphe. Mein Triomphe, il dit ça aussi, ouais. Et au fur et à mesure de la chanson, on revient toujours dans cette idée de moi contre les autres. C'est Dann ich bin nicht einer von euch. Ouais. Donc je ne suis pas l'un d'entre vous. Et à la fin, Dann ich bin einer unter euch. Absolument. Il y a une évolution dans la chanson. Donc l'ambiguïté reste toujours là parce que donc au début, je suis pas un de vous. Au milieu, c'est ich bin nicht einer von euch. Après, c'est ich bin nur einer von euch. Je suis seulement un de vous. Ouais. Et à la fin, c'est je suis un parmi vous. Donc, mais je trouve aussi que c'est quelqu'un qui, je reviens avec le mot tiraillement entre deux mondes. Mais à la fin, il y a une sorte d'acceptance. Malgré tout, je suis un de vous. Et aussi, tout à la fin, il répète 3 fois la même chose, ou 4 fois. 3 fois. Il dit, c'est la vague qui me porte, c'est la vague qui va me submerger. Donc du coup, la façon de répéter à la fin cette phrase plusieurs fois, cette ligne plusieurs fois, c'est comme une acceptance aussi. Genre, je suis comme ça, et maintenant, j'accepte que je ces deux côtés-là, de ne pas être comme vous, mais quand même, je suis comme vous, et c'est comme s'il l'acceptait. Et en fait, enfin, c'est dur. Hein. En allemand, on n'utilise pas ce mot, ruin. Non, ruin. Non, c'est vraiment tellement... Il y a deux choses. C'est épique. On parle de die Ruine quand c'est la ruine d'un bâtiment,
ou der Ruin quand c'est par exemple financier. Oui. Donc je Oui. suis ruiné. Ouais. Ich bin ruiniert, si tu dis en allemand ich bin ruiniert, ça veut principalement être chez 99% des gens, je suis ruiné financièrement. Après, poétiquement, ça peut être aussi quelque chose m'a abîmé, quelque chose m'a fait mal, et je suis ruiné dans ce sens. Et donc, il faut quand même dire qu'ils font partie du mouvement Hamburger Schule, l'école de Hambourg. Ouais. Ils ont d'ailleurs, donc c'est un style musical de plusieurs groupes à Hambourg de l'époque, 93, Blumfeld, Die Sterne, qui sont plus très répandus en Allemagne. En tout cas, moi, je suis pas conscient qu'ils font encore de la musique, mais peut-être oui. Et Hamburger Schule, c'était une petite blague avec Frankfurter Schule, l'école de Francfort des philosophes, Horkheimer, Adorno, voilà. Et du coup, cette référence, il y a une chanson du groupe de Hamburger Schule, Die Sterne, qui s'appelle Was hat dich bloß so ruiniert? Qu'est-ce qui t'a autant ruiné? C'est une chanson des années 90 de notre groupe de l'école de Hambourg, si tu veux. Donc la ruine, oui. Comme je dis en allemand, c'est féminin ou masculin. Die Ruine, c'est un bâtiment. Der Ruin, c'est la ruine dans le sens financier, principalement. Mais aussi être ruiné mentalement, physiquement, je sais pas. Ouais. Bah là, c'est un des morceaux où on commence, enfin, là où je commence vraiment à identifier cette culture du romantisme allemand, en fait. Oui. Par rapport à la citation des éléments naturels, alors la vague, donc l'océan, le tonnerre, les éléments primordiaux. Théâtre aussi. Oui. Et je voyais aussi la ruine comme une espèce de citation de la ruine au sens romantique dans les paysages qui jouent un rôle. Caspar David Friedrich, qui est quand même le peintre romantique allemand, c'est ça. Il a fait des ruines justement des abbayes, on dit. Oui, des abbayes. C'est un des plus célèbres après le randonneur au-dessus des nuages de dos. Peut-être qu'il ne savait pas bien dessiner les visages. Le nez. Ouais. Le nez. Bon, c'est compliqué. Mais bon, enfin, il a fait des ruines aussi dans la nature, très souvent. Et effectivement, je n'y ai pas pensé, mais tu m'y fais penser. Et aussi le fait de le romantisme allemand, c'est pas atteindre l'objectif. On ne peut pas. Donc cette acceptance à la fin, ben voilà, il y a la vague qui à la fois me submerge ou qui va m'enterrer sous elle. Mais en même temps, cette vague créative peut-être. Moi, je vois un peu la vague créative aussi qui me porte. Et c'est un peu aussi accepter qu'il y a de l'inatteignable. On peut dire ça? Oui, c'est ce... Je crois que j'ai déjà posé cette question. L'inatteignable? Oui, ça se dit. Oui, ok, ben voilà, c'est... C'est l'artiste, un peu l'artiste maudit ou qui s'enfonce dans sa voix. C'est ça le romantisme, tu veux quelque chose qui est trop idéal, carrément. Oui. Tu peux pas. Mais là, à la fin, il accepte, voilà, moi je vis sur une vague qui va peut-être un jour me manger, m'avaler, mais voilà, elle me porte aussi. Et à la fin, c'est un peu cette acceptance-là. Ouais. Il va être encore question du romantisme pour la chanson suivante. Certainement, notre dernière chanson. Déjà? Je pense, non? Oh oui. Oh oui. La deuxième de Maxime, dans laquelle aussi je trouve un certain lâcher-prise vers la fin. Ouais. Die Unendlichkeit, l'infini. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette chanson? Que l'infini, c'est un mot composé. On dirait que je passe le bac. Tu sais que je suis interrogé par mon prof. Oui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette chanson? Die Unendlichkeit, c'est un mot composé. Certainement. Il y a kite. Pas vrai. Composé, par contre, pas des mots complets, mais d'un préfixe un et un suffixe kite. Oui. Kite étant... Lich aussi, ça peut être un suffixe. Endlich, c'est vrai, c'est un double suffixe. Ouh. J'ai combien, monsieur? J'aurais que note. Nous ne voulons pas oublier que c'est moi qui ai dit que c'est un double suffixe. Die Unendlichkeit de l'album du même nom. Die Unendlichkeit, l'infinité. L'infinité de 2018. On peut dire l'infinité si on veut rester poétique et conforme à la langue allemande.
qui est par définition poétique. Ouais. Moi, j'ai adoré, en fait, découvrir ça avec toi, hein, cette histoire des mots composés, de combiner des mots comme ça à l'infini, comme des Lego pour... Des Donaudampfschifffahrtskapitän, le capitaine du bateau à la vapeur sur le Danube. Qui a un chapeau? Un chapeau, Ouais. une mütze. Donc un mot, toujours un mot. Hein. Comme n'importe quel nombre ou chiffre en allemand aussi, les 15 ou 3 milliards 250 millions, tout ça c'est toujours un mot. Hein. Donc, voilà, une collage. Un collage de sang, une collage. Un collage. Un collage de sang, un tapis de sang avec des loops, avec des effets de sang, avec un écho énorme qui nous fait penser de nous promener dans l'espace. Exactement, ouais. Non? Ah oui, si, complètement. Là, on part... part... Déjà, on est bien aidé par la pochette de l'album. Oui, qui nous suggère un espace. Ouais, et puis qui rappelle que ce chanteur-là, Dirk von Lotzo, est très passionné d'astronomie aussi. Ah bon? Ouais, j'ai entendu ça. Et... Il lit beaucoup. Il écrit d'ailleurs aussi. Hein. D'ailleurs, Ich tauche auf, c'est aussi le titre d'un roman de lui. D'accord. Justement écrit pendant la pandémie. Et non, pas un roman, c'est une sorte de journal. Bon, bref. Et en fait, déjà sur un des précédents albums, là, K.O. OK, qui peut se dire aussi Cook. C'est vrai, à un moment, je t'ai dit K.O. OK et tu m'as dit, tu le prononces comme ça, toi. Oui, parce que moi, en fait, quand je vois écrit K.O. OK, je lis Cook, comme la chanson de David Bowie. D'accord. Cooks. Ok. Non, c'est K.O. OK. Et donc, juste avant l'an 2000, là, en 99, ils font déjà un album de science-fiction. Oui. Qui est vraiment plein de sons comme ça. Et qui a une pochette aussi. Oui, c'est ça. Avec un vaisseau spatial qui fait penser à Capitaine Future en allemand et Capitaine Flamme en français. Exactement, ouais. Et donc, on est là, dans un autre domaine. En fait, là, c'est sur un album de 2018. Là, ils ont déjà atteint leur niveau de maturité. J'aime pas dire ce mot, mais ils sont au bout de leur évolution. Peut-être pas au bout, mais, mais avec sur un plateau, espérons sur le plateau pour quelques albums encore arriver à un bon niveau, une bonne maturité, je crois que c'est le mot. Hein. C'est ça, et c'est aussi un groupe qui, après 30 ans, est capable d'évoluer sans replonger dans leurs racines ou de revenir à leurs premières influences pour faire plaisir aux fans et tout ça. C'est ça, ils ont toujours proposé leur évolution aux fans qui sont restés fidèles, qui n'attendent pas qu'un rock punk dès le début, hein, qui ont grandi avec eux. Là, il y a vraiment dans ce son épais là, fait avec les échos là, ça me fait vraiment penser à certains morceaux de reggae en fait. Ah bon? Avec ce côté dub un peu... c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, et très, 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 très... comment dire? J'allais dire paysager, mais oui, en fait, ça crée un paysage sonore. Oui. C'est vraiment, on est dans une sorte, soit de western ou de pays comme ça un peu... Cette chanson, elle est l'introduction de l'album du même nom. Et cet album, en soi, il est peut-être le plus biographique de Dirk von Lotzo. Tu l'as déjà dit avec... C'est ce que je l'ai dit. Avec Hey Do. Mais il y a Electric Guitar, une des premières chansons qu'à mon avis je t'ai proposé d'eux. Oui, c'est ça. C'est comme je t'ai sauvé par ma guitare. Donc du coup, quel que soit le contexte bourgeois dans lequel je vivais, dans ma petite maison, j'avais ma guitare électrique et je pouvais lui confier tout. Hein, c'est ça. Après, il a fait des chansons il y a beaucoup de chansons qui sont un peu interprétées sur la mort d'un ami proche de lui. Et il y a une chanson qui s'appelle Unwiederbringlich, irréparable, irrémédiablement, c'est ça? Ouais. Voilà.
ce côté de mort de copains se trouve dans beaucoup de chansons, mais aussi 1993, qui est justement le début du groupe. Donc, c'est vraiment l'album où il est le plus concret parfois. Mais cette chanson-là, elle reste quand même assez vague. C'est comme une intro qui parle de la vie jusqu'à la mort. Oui. Dans une seule chanson. Hein. Ouais, c'est très, très éthéré et en même temps très, cryptique. On va dire, c'est énigmatique, c'est mystérieux. Oui. Le sens de cette chanson. Évidemment, ça parle du temps qui passe. Oui, je dirais, ouais. D'aller vers la fin, en fait, puisque au départ, il est dans la fin. Oui. Et que de plus en plus, en fait, il se rapproche de l'infini. Donc, Et un pas supplémentaire. Oui. Parce qu'après, c'est und ein Schritt weiter. Et encore, en fait, dans la traduction, c'est un pas en avant, mais c'est encore, je vais dans l'infini et encore un pas de plus. Ouais. Et ça se ferme quand même sur une... Après, il y a une porte qui se ferme quand même à la fin de la chanson. C'est rigolo aussi. Oui. Ouais. Rapoum. Ça fait un peu comme Stones, We Love You. Mais ça, c'est une porte de prison, je crois. Et donc, musicalement très intéressante avec une basse qui fait une ligne hypnotique, mais bien présente. Ouais, c'est peut-être aussi ça, ce côté reggae. Mais il y a aussi que j'ai senti. Oui. Mais il y a aussi un côté orchestral, dramatique, justement. Et c'est rigolo parce que ce côté orchestral, ça commence sur le mot Zärtlichkeit, tendresse. Donc tu as voller Zuneigung und Zärtlichkeit, bam, bam, bam. Donc sur le mot tendresse. Et d'ailleurs, parce que tu parlais de Morrissey tout à l'heure, quand les Tokotronic montent sur scène, ils jouent une chanson que les Smiths à l'époque ont joué aussi. C'est en ouverture de leur concert. En ouverture de concert, c'est Prokofiev. C'est Prokofiev, la danse des chevaliers. Ah ouais. Qui est à la fois Tokotronic du copier des Smiths, et cette danse des chevaliers de Prokofiev que je mettrai sur la méga playlist, évidemment. Elle est, je la retrouve aussi dans ce truc un peu orchestral. Bam, 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 bam. Donc là, on a magistral. Ça aussi. Magistral, voilà. Ouais, plus que magistral, solennel, impérial. Oui. Voilà, un peu autoritaire presque. Hein. Voilà, genre, c'est... Oui, à ce moment-là, à partir de Zärtlichkeit, la musique me fait penser au tonnerre, en fait. Oui. Elle justement, au niveau du mot tendresse, cette Zärtlichkeit, ça devient comme une tonnerre. Ce qui représente la vie aussi, peut-être. Hein. Donc, mais voilà, ça va vers... comme tu dis, c'est rigolo que tu dis ça, parce que j'ai dit parfois c'est cryptique, mais tu as dit quelque chose comme c'est certainement une chanson sur la vie et la mort. Ouais. J'écris exactement la même chose. C'est certainement une chanson sur la vie et la mort. Ça commence avec Ich treibe weiter. Ça dit, non, je me fais importer depuis que je suis enfant, et encore et plus loin, et ça continue. Et après, il dit, weil der Weg vor mir verschwimmt, le chemin devant moi se brouille. Il y a des doutes, mais il va de la finitude à l'infini, comme tu disais. Hein. Ah ouais, moi, en fait, cette chanson-là m'a vraiment fait penser, pour le coup, à Caspar David Friedrich. Parce que je me suis dit, ce serait vraiment un morceau qui pourrait accompagner un de ces paysages. Oui. Et il sème parfois des petits moments négatifs dans la vie. Hein. Ich habe dich belogen, j'ai menti. Die Feigheit, die mich leitet, la lâcheté qui me guide. Donc c'est vraiment un peu, comme un peu dans Mind Ruin, ces côtés négatifs et positifs qui s'échangent, tu sais. Et donc tous ces petits problèmes, des doutes, des troubles, des tensions, c'est sur le chemin de la vie, mais après, il va vers l'infini. Donc... Je pensais vraiment essayer de trouver ces racines de la culture germanique. Et je pensais à Wagner, en fait.
C'est un mot que je connais, mais je vais te le dire en le lisant. Un Allez. Gesamtkunstwerk. Un Gesamtkunstwerk, oui. Oui. L'œuvre d'art totale. L'œuvre d'art C'est complet peut-être Ouais, aussi complet, ouais. pour éviter le mot total. J'aime pas le mot total parce qu'en fait, justement... Ça évoque des côtés wagnériens aussi. Justement, ouais, on a pas mal reproché à Wagner d'avoir Mais ça veut dire c'est conduit... complet, ça veut dire tout est servi Ouais, avec c'est un ça. Gesamtkunstwerk. Hein. Et heureusement, en fait, j'ai découvert un poète qui est peut-être le poète du romantisme allemand, qui est Novalis. Oui. Et voilà ce qu'il dit à propos du romantisme. Mm. C'est donner au commun un sens élevé, à l'ordinaire un air de mystère, au connu la dignité de l'inconnu, au fini l'apparence de l'infini. Ben voilà. Conclusion. Ben voilà. Après Novalis, je ne sais plus où aller. Non, mais en fait, c'était ça. Moi, je me suis dit, ça sera une bonne introduction pour moi à la littérature allemande, ce groupe aussi. Parce que Novalis, on me l'a fait lire à la fac. Au lycée, non. Au lycée. Au contraire, au lycée, je n'étais pas prêt pour Novalis encore. Il faut plutôt lire Eichendorff, c'est un peu plus léger. Les Erinnerungen eines Taugenichts, les mémoires d'un sert-à-rien, d'un vaut-rien. Ouais. Ce genre de choses, voilà, c'est... Mais effectivement, le titre, le thème est bien transporté par tout un côté de... La vie est pleine de ça. Il y a des dialogues aussi là-dedans. Il y a un doux, hein, doux. Oui. Du gehst voran, tu vas devant moi. Qui est ce doux exactement? On ne sait pas. Est-ce que c'est lui-même qui se parle à lui ou quelqu'un d'autre? On ne sait pas. Ça reste mystère. Hein. Mais voilà, c'est... J'aurais dû m'arrêter après ta citation de Novalis. Non, mais non, parce que tu sais quel est mon dernier mot? C'est Monty Python. Parce que moi, ça, à un certain moment, la pochette est aussi cette idée de se promener dans l'espace, parce que c'est ça. Ouais. C'est une promenade dans l'espace, en quelque sorte. Et ça m'a fait penser au film Le sens de la vie, où il y a, je crois, c'est Eric Idle qui sort d'un frigo et qui prend cette femme au foyer qui a encore des petits trucs, comment on appelle ça? Oui, pour mettre des boucles. Et donc de la maison. Et d'un coup, elle commence à se promener avec elle dans la galaxie. Dans le ciel, dans l'espace. Je me souviens pas de ça. En fait, il relativise tout le... Voilà, tu sais, quand on bouge avec une vitesse de des milliers de kilomètres à l'heure, des trucs comme ça. Et du coup, c'est dans le film The Meaning of Life, le sens de la vie, le Galaxy Song. Et je sais pas pourquoi, parce que je crois que c'est cette image des deux gens qui se promènent dans l'espace. Ils pointent à droite, à gauche, et ils disent voilà, là c'est Saturne, et voilà, ça c'est voilà, donc bon, toi c'est Novalis, moi c'est Monty Python, ça ne résume pas mal non plus. Bah oui. Non mais ouais, c'est vraiment un très très bon album. Il y avait une chanson qui m'avait échappé et que tu m'avais envoyé, c'est Ich würd's dir sagen. Ich würde dir sagen, je te le dirai. Oui. Ça c'est une chanson incroyable quoi. Autant tu peux avoir ce côté très très électrique chez eux, et en même temps, à chaque période, ils avaient aussi ce côté à faire des chansons acoustiques. Alors dans les tout premiers albums, c'est des guitares acoustiques qui sont vraiment des guitares grunge, quoi, mais des guitares classiques. Et là, en fait, c'est pareil, ils sont dans un registre acoustique, mais c'est une chanson incroyable. C'est une chanson incroyable. C'est un groupe incroyable. Donc, ce serait peut-être le moment d'arriver à la conclusion. Ouais, tout doucement. Concluons? Ouais. Allez. Bon, je rappelle donc le principe de notre podcast qui, à partir du prochain épisode, devient intéressant. Parce qu'on a l'idée de... Je veux dire, le principe devient intéressant par le podcast. J'espère qu'il était déjà avant. On est sur une île déserte. On est sur une île déserte. On n'est pas dans l'infini, ni dans l'infinitude. On est dans l'infinitude pour aujourd'hui. Ouais. Et donc, après chaque émission, on choisit un morceau ou pas, si on refuse carrément, sur nos pochettes de 5
chanson qu'on peut mener sur l'île déserte. Et juste là, donc, Maxime a choisi Prince, Paisley Park, de l'épisode Nina Simone, Feeling Good, de l'épisode Joe Dassin et Si tu n'existais pas, et de l'épisode Tarantino, Encore à cuire. Et moi, Daniel, je choisis Prince, When You Were Mine, 2, Nina Simone, Ain't Got No Guy Got Life, 3, Dans la brume du matin, et également Encore à cuire d'Elisa. Elisa Oui. De notre épisode spécial sur Tarantino. Et la question qui se pose maintenant, qu'est-ce qu'on met en 5e place? Parce que là, on peut, et à partir de l'épisode prochain, on va virer. Ouais. Roulement de tambour. Alors, roulement de tambour, je ne suis pas encore décidé pour être honnête. Ouais, je vais choisir directement le morceau qu'on vient d'évoquer. Die Unendlichkeit? Oui. Allez, moi je vais prendre... Attends. Donc j'ai 2 chansons très calmes, Dans la brume du matin et Encore à cuire. Donc je ne vais pas mettre Ich tauche auf. Tu vas pas mettre... Donc je vais quelque chose qui bouge un peu plus. Donc je hésite entre Sie wollen et Mein Ruin. Et je décide... Sie wollen uns erzählen. Oui. Sie wollen uns erzählen. Donc le matin, un peu de mundharmonica sur la plage. À la Bob Dylan limitée. La destruction de Bob Dylan les matins sur... D'ailleurs, n'hésitez pas à écouter notre épisode Bob Dylan de la saison dernière. Même si notre son n'était pas encore au top dans la première saison, mais ça vaut le coup quand même. Ouais, cet épisode était en plus enregistré outside. Avec les cigales. Ouais. On entend les cigales sur cet épisode de Dylan fin. Mais bon... bravo. C'est la vie. Les cigales, c'est la vie. Maxime, je te remercie. Oui. Écoute. Oui, j'écoute. À la prochaine. Allez, à la prochaine. Ciao. Ciao.